Avez-vous déjà entendu parler d'un musicien à qui on a dit qu'il ne lui restait que 6 jours à vivre, mais qui est revenu pour réaliser l'une des tournées rock les plus lucratives de l'histoire? C'est Slash, et voici The Worst, maître de la musique. Je suis Dick Carlson, bienvenue. Avant de commencer, un petit défi pour vous. Quel couvre-chef emblématique Slash a-t-il réellement volé à l'étalage avant qu'il ne devienne sa marque de fabrique? Essayez aussi celui-ci. Devinez la valeur estimée de la collection de guitares de Slash, qui comprend plus de 100 instruments. Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous et continuez à regarder car je vais bientôt les révéler. Voyons comment un jeune Britannique d'une famille brisée à Hollywood a construit un empire de 120 millions de dollars et est devenu l'un des guitaristes les plus chers du rock. Mais pour vraiment comprendre le guitariste de rock le mieux payé au monde, il faut remonter dans le temps. Parce que la jeunesse de Slash est pleine de tournants qui ont façonné tout ce qui a suivi. Né Sol Hudson le 23 juillet 1965 à Hampstead, Londres, il a grandi dans un univers mêlant créativité et célébrité. Sa mère, Olaji Hudson, créait des costumes pour des stars du rock comme David Bowie, Ringo Starr et Janis Joplin, gagnant beaucoup grâce à son travail haut de gamme. Son père, Anthony Hudson, réalisait des pochettes d'albums pour des légendes comme Neil Young et Joni Mitchell. L'argent abondait chez les Hudson, et leur relation dans l'industrie créative leur ouvrait trop des portes inaccessibles à la plupart des familles. Lorsque Saul eut 6 ans, la famille s'est installée à Los Angeles pour les carrières florissantes de ses parents. Mais cette famille créative, en apparence parfaite, a volé en éclats en 1974 lorsque Saul, âgé de 9 ans, a surpris sa mère avec David Bowie dans une situation compromettante. Cette découverte a provoqué la séparation de ses parents et a transformé ce garçon en ce qu'il appellera plus tard un enfant à problème. Ses conditions de vie consistaient alors en des allers-retours constants entre la maison de sa mère et celle de sa grand-mère. L'acteur Seymour Cassel lui a donné le surnom de Slash parce que le gamin était toujours pressé, passant d'une chose à l'autre à toute vitesse. Le surnom était resté, tout comme son énergie qui le mena à la grandeur. À l'adolescence, le monde de Slash tournait autour du lycée de Beverly Hills, où ses camarades de classe comptaient parmi eux la future star Lenny Kravitz. Il avait connu le succès en tant que champion de bicycle motocross, concourant à des niveaux qui laissaient présager un avenir professionnel dans les sports extrêmes. Mais à 14 ans, tout a changé. Pour impressionner une fille plus âgée qui écoutait l'album Rocks d'Aerosmith, Slash déclara plus tard « Ça m'a frappé comme une tonne de briques ». Je suis resté là à l'écouter encore et encore. Ce moment a conduit sa grand-mère à lui offrir une guitare flamenco et à l'inscrire à l'école de musique Fairfax. Slash a complètement abandonné sa carrière de bicycle motocross, consacrant jusqu'à 12 heures par jour à la pratique de la guitare. C'étaient dès là les premiers signes du perfectionnisme qui lui rapporterait des millions plus tard. En 1981, Slash a intégré son premier groupe, Titus Sloan. 2 ans plus tard, il fonde Road Crew avec Stephen Adler à la batterie. Quand ils ont cherché un bassiste, Slash a publié une annonce qui a attiré Duff McKagan. Pendant la brève existence de Road Crew, ils ont composé du matériel, y compris le riff principal de ce qui deviendrait plus tard Rocket Queen Road Crew. Le groupe s'est dissous en raison de leur incapacité à trouver un chanteur approprié. Il a brièvement joué avec Hollywood Rose, y rencontrant Axl Rose et Izzy Stradlin. Il a auditionné pour Poison, mais a été refusé. En juin 1985, Axl Rose et Izzy Stradlin invitent Slash à rejoindre Guns N' Roses. Tout change alors. Bien qu'ils viennent d'un milieu aisé, Slash a partagé de petits appartements avec ses camarades de groupe. Tous pénètrent financièrement tout en perfectionnant leur son dans des salles prestigieuses de Los Angeles comme le Whisky, A Go-Go et le Troubadour. En 1985, Slash a adopté son style emblématique en volant un haut de forme noir et une ceinture concho en argent amérindienne dans 2 boutiques de Melrose Avenue. Il a assemblé la ceinture et le chapeau pour créer une coiffe unique pour leurs concerts. Ce look est vite devenu sa marque de fabrique. Entre 1985 et 1986, ils ont écrit la plupart de leurs morceaux classiques, dont Bienvenue dans la jungle, Douce enfant à moi et Paradise City. Leur comportement tapageur leur a valu le titre de groupe le plus dangereux du monde. En mars 1986, ils signent avec Geffen Records. En juillet 1980, Set Appetite for Destruction sort enregistré avec un ampli Marshall loué que Slash a tellement aimé qu'il a tenté de le voler à la société de location. L'album s'est vendu à 28 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait le premier album le plus vendu de tous les temps aux États-Unis.
Ce succès a marqué la percée financière de Slash. L'été 1988 marque leur premier numéro 1 avec Sweet Child O' Mine, porté par le riff de guitare emblématique de Slash. En novembre 1988, Gun N' Roses s'était écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires bien qu'il ne comporte que 8 titres. Cependant, le succès a apporté des problèmes. Lors de leur tournée avec les Rolling Stones en 1989, Axl Rose a menacé de partir à cause de la consommation effrénée d'héroïne parmi les membres du groupe. Et en 1990, la dépendance de Steven Adler est devenue si grave qu'il a été renvoyé et remplacé par Matt Sorum. En mai 1991, Guns N' Roses a lancé la tournée Use Your Illusion, qui a duré 2 ans et demi. En septembre et dans le temps, ils ont sorti 2 albums en même temps, arrivés directement aux 2 premières places. La tournée était devenue une véritable machine à sous, avec 165 concerts et plus de 70 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Pour la première fois, Slash découvrait une richesse immense. Fini les appartements exigus, maintenant c'était des hôtels de luxe avec des étages entiers réservés au groupe, des jets privés entre les continents et l'accès au matériel le plus cher que l'argent puisse acheter. Slash a embrassé cette opulence avec son intensité caractéristique. Ses premiers achats de luxe importants reflétaient cranté son esthétique. Des voitures haut de gamme, toutes avec des intérieurs et extérieurs noirs. Il a commencé à élargir sérieusement sa collection de guitares, commandant des instruments sur mesure et acquérant des pièces vintage qui allaient constituer la base de sa collection valant plusieurs millions de dollars. Pendant ces années de gloire, Slash a fait ses premiers investissements immobiliers et est devenu perfectionniste en studio, développant des habitudes d'enregistrement obsessionnelles et accumulant des heures de studio coûteuses. Le 10 octobre 1992, il épouse le mannequin René Saran lors d'un mariage élégant à Marina del Rey, marquant sa transition de rocker underground à célébrité. En 1994, les tensions créatives au sein de Guns N' Roses ont culminé. Slash a formé Slash's Snake Pit à la fois comme exutoire créatif et pour diversifier ses sources de revenus. Leur album It's 5 O'Clock Somewhere s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en 1995, prouvant la viabilité commerciale de Slash au-delà de Guns N' Roses. Les divergences de créatives croissantes avec Axl Rose rendaient la collaboration de plus en plus difficile. En octobre 1996, Slash a annoncé qu'il quittait Guns N' Roses. Les conséquences financières étaient des majeures, puisqu'il quittait sa principale source de revenus, tout en gardant les droits d'auteur sur les chansons du groupe. La période de 1996 à 1998 a été cruciale. Son mariage avec René a pris fin par un divorce en 1997. Depuis 1997, il a collaboré avec Gibson sur 17 modèles, les Paul Signature, créant ainsi des revenus de royalties continus. Slash a ensuite créé Slash's Blues Bowl, un groupe de reprises en tournée assurant des revenus par les concerts. En 1999, il a relancé Slash's Snake Pit, mais l'album de 2000 Ain't Live Grand a eu un accueil mitigé et de faibles ventes. Sa vie personnelle a apporté à la fois de la joie et des crises. Le 15 octobre 2000, un Slash a épousé Perla Farrar à Hawaï. Ils ont accueilli leur fils London Emilio en 2002 et Cash Anthony en 2004. En 2000, un Slash a aussi connu une crise de santé, diagnostiquée d'une cardiomyopathie à 35 ans. Les médecins lui ont donné entre 6 jours et 6 semaines à vivre. Les frais médicaux étaient sans bande, étaient énormes, donc cette alerte sanitaire l'a forcé des changements radicaux de mode de vie. La percée survient en 2002 avec Velvet Revolver, réunissant Slash, Duff McKagan, Matt Sorum, ex-membre de Guns N' Roses, et Scott Weiland, chanteur de Stone Temple Pilots. La formation de ce supergroupe a provoqué un grand engouement dans l'industrie, les maisons de disques enchérissant des millions et les fans attendant avec impatience la réunion de ces musiciens légendaires. Leur premier album, Contraband, sorti en juin 2004, a débuté à la première place, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires et a rétabli Slash comme un artiste grand public. Ensuite, les Fakwa avant Nifausiran, la victoire aux Grammy Awards 2005 pour Slither, a apporté une validation de carrière et a augmenté le potentiel de revenus. Dès 2006, Slash est devenu totalement sobre. Lorsque sa mère est décédée d'un cancer du poumon en 2009, il a complètement arrêté de fumer. Au cours de cette transformation, il a acheté une maison de 73 millions de dollars dans le quartier exclusif de Mulholland Estates, à Sherman Oaks. En 2008, Slash a commencé son premier album solo, décrivant le processus comme cathartique.
Au-delà de la musique, Slash s'est lancé dans la production cinématographique avec Slasher Films, fondé en 2010. La sortie éponyme d'avril 2010 a débuté à la 3e place avec des chanteurs invités tels que Ozzy Osbourne, Fergie, Adam Levine et Chris Cornell. Cela a lancé une tournée mondiale avec Myles Kennedy et les Conspirators. Leur album de 2012 Apocalyptic Love a débuté à la 2e place des classements canadiens. L'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2012 avec Guns N' Roses a apporté une validation. Ensuite, l'album World on Fire de 2014 a atteint la 10e place du Billboard 200. Il a retrouvé l'amour en 2015 en renouant avec Megan Hodges, rencontrée initialement en 1989. Le 29 décembre 2015, le monde de la musique a été secoué par l'annonce inattendue de la réunion de Slash avec Guns N' Roses en tête d'affiche à Coachella 2016. Après 20 ans de querelles amères, la formation classique se reformait. En 2016, le portefeuille financier de Slash s'était considérablement diversifié. De multiples sources de revenus provenant des tournées, des ventes d'albums, des produits dérivés et des droits d'auteur ont créé une stabilité qui ne dépendait d'aucun projet unique. La première épreuve a eu lieu le 1er avril 2016, lors d'un concert secret au Troubadour, marquant le retour de Slash avec Guns N' Roses après 23 ans. La tournée Not in This Lifetime, un marathon mondial de 3 ans et demi, a redéfini le potentiel financier des tournées de rock. En 2017 seulement, Slash a gagné 40 millions de dollars. Le succès de la réunion a permis des mouvements stratégiques. En décembre 2017, il a vendu sa maison de Mulholland à Big Sean pour 87 millions de dollars, réalisant un bénéfice de 14 millions sur son investissement initial. Son album de 2018 Vivre le rêve a démontré un attrait commercial continu. En 2019, la tournée Not in This Lifetime avait rapporté plus de 584 millions de dollars dans le monde entier. Son album 4 sorti en 2022 a confirmé son succès commercial. Cependant, le succès de la réunion a eu un coût personnel. Son divorce avec Perla Farrar a nécessité un règlement de 66 millions de dollars plus 10 000 dollars de pension alimentaire mensuelle pour l'épouse et 39 000 dollars de pension alimentaire mensuelle pour les enfants. Sobre et abstinent depuis 2006, Slash gère avec succès sa cardiomyopathie grâce à un suivi médical continu. L'homme, à qui on avait autrefois donné quelques jours à vivre, maintient désormais l'endurance nécessaire pour des concerts marathons de 3 heures. Le travail caritatif de Slash inclut son rôle de membre du conseil d'administration de la Greater Los Angeles Zoo Association et de membre honoraire du conseil de Little Kids Rock, aidant à rétablir les programmes d'éducation musicale dans les écoles défavorisées. La reconnaissance n'a cessé de croître. Le magazine Time l'a nommé 2e après Jimi Hendrix parmi les plus grands guitaristes électriques, tandis que Rolling Stone l'a classé à la 65e place de sa liste des plus grands guitaristes. En 2025, la fortune de Slash s'élève à 121 millions de dollars. Grâce à des choix financiers judicieux et des revenus variés, sa collection de guitares, plus de 100 instruments, vaut à elle seule 192 millions de dollars d'actifs. Aujourd'hui, Slash maintient un mode de vie équilibré, maximisant l'épanouissement créatif et le rendement financier. Ses activités incluent en morceaux les tournées avec son groupe solo et Guns N' Roses, générant des revenus issus des concerts, ventes d'albums, matériel signature, droits d'auteur et d'édition. La famille reste prioritaire malgré des emplois du temps chargés. Il entretient des relations étroites avec ses fils London et Cash, soutenant leurs efforts musicaux. Le groupe de London, Suspect 208 composé des fils d'autres légendes du rock, représente la nouvelle génération, s'appuyant sur les bases que leurs pères ont créées. Voilà, tout est dit. Le parcours remarquable d'un jeune Britannique qui a transformé une obsession d'adolescent en un empire de 122 millions de dollars. Du vol à l'étalage de ce célèbre haut de forme à la constitution d'une collection de guitares valant près de 2 millions de dollars. Slash a prouvé que le talent authentique, une éthique de travail sans relâche et des décisions commerciales intelligentes créent une richesse et une influence durables. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans l'histoire de Slash ? Est-ce son incroyable retour après avoir frôlé la mort ou sa capacité à allier succès et authenticité ? Partage tes idées en commentaire.
Et si ce voyage à travers la richesse du rock'n'roll t'a inspiré, reste à l'écoute car notre prochain épisode explore une autre légende de la musique qui a transformé son talent en empire financier. Tu ne voudras pas rater ça.